Le sénateur Matata Ponyo est déchargé par la Cour dans le dossier zaïrianisation. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a mis fin mercredi à l'assignation à résidence surveillée de l'ancien Premier ministre. Et les agents plutôt de la police nationale communément appelée Oudjana sont retirés du contrôle routier. La décision est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suite à la tracasserie routière décriée par les usagers de la route. Et le taux de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite en RDC est en baisse considérable. C'est l'observation de l'Organisation mondiale de la santé qui alerte sur la résurgence de ces maladies. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le parquet général près la Cour constitutionnelle a renoncé aux poursuites judiciaires initiées contre le sénateur Matata Ponyo. Le ministère public a déclaré vide le dossier sur les victimes, sur le dossier zaïrianisation. D'après certaines sources, cette décision de la justice fait suite à des pressions au niveau international et national. Après une nuit éprouvante passée dans une sorte de prison à ciel ouvert dans sa résidence, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo peut désormais circuler librement. À l'issue de la troisième audience de ce mercredi 14 juillet 2021, le procureur général près la Cour constitutionnelle a décidé de le remettre en liberté. Les dispositifs sécuritaires déployés à la résidence du sénateur, située à Makampagne, a été levé. Placé sous mandat d'arrêt provisoire puis assigné à résidence surveillée chez lui dans le dossier de la zaïrianisation, il est maintenant libre comme l'air. Suite à la demande d'autorisation de poursuite du parquet général près la Cour constitutionnelle dans les dossiers des victimes des zaïrianisations, le bureau du Sénat avait levé l'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo le 5 juillet dernier. Dans les réquisitoires transmis au président du Sénat le 24 juin, le procureur général avait expliqué que Matata Ponyo était soupçonné d'avoir conclu en 2021, lorsqu'il était ministre des Finances, un protocole d'accord en vue de permettre au gouvernement congolais d'indemniser 300 anciens propriétaires de biens zaïrianisés au début des années 1990. Nommé de Premier ministre en 2012, il aurait décaissé, d'après ces réquisitoires, qui évoquent les enquêtes menées au sein de la direction de gestion de la dette publique. Plus de 110 millions de dollars dont on n'aurait pas trouvé les traces. À l'issue de la deuxième audience de ce mardi 14 juillet, le procureur général près la Cour constitutionnelle l'a assigné en résidence surveillée, alors que des juges et magistrats des réseaux sociaux l'envoyaient déjà à la prison centrale de Makala. On a assisté à un retournement de la situation ce mercredi dans la nuit. À l'issue de la troisième audience, le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui était resté dans les dossiers de la zaïrianisation, contrairement aux rumeurs, prétendant qu'il aurait été auditionné également dans les dossiers Boukangalonzo, a remis Matata Ponyo en liberté. La suite de ce dossier dépendra donc du parquet, qui devra agir en fonction des éléments nouveaux à sa possession. Leur sobriquet est le plus connu des éléments de police de circulation routière en raison de leur âge et surtout de leur méthode des fois agressive dans le contrôle routier. Ils ont été décriés depuis par les conducteurs, les Oudjana, c'est comme ça qu'on les appelle, des policiers de circulation routière ne vont plus assurer la régulation dans la rue. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur après avoir recueilli des plaintes des automobilistes. Il a pris les problèmes à bras-le-corps depuis la grève des chauffeurs taxis déclenchée lundi dernier pour dénoncer les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents commis à la sécurité routière. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito Wankoy, déterminé à juguler définitivement ces fléaux, a une fois de plus effectué une itinérance ce mercredi après-midi dans le coin réputé épicentre des tracasseries à Kinshasa. Une descente surprise qui a permis au patron de la territoriale de palper du doigt les réalités des terrains. D'abord au rond-point Willery, puis direction point poids lourd vers Baramoto pour chuter à Massina, Petro-Congo. Ici, une unité appelée Oudjana serait à la base des tracasseries intenses selon les conducteurs trouvés sur place. En des termes clairs, Daniel Asselo a donné des instructions fermes
aux agents de la police de circulation routière. Plus question de Oudjana pour réguler la circulation à Kinshasa. À partir de lelo, tozozwa mesure pona batwana bozobenga ka Oudjana. Bazonga place il faut bazonga. Batika barulage basala musala na bango. Bino pe botambola na discipline, pombo kanyoso esengeli discipline ezala. Toyokani plus que ça d'Oudjana. Botambola na kimia, kasi botika pe barulage basala musala botika brutalité. Boso organisé. Bien avant, le ministre de la Sécurité avait procédé à l'ouverture de l'atelier de relecture et validation du projet des décrets portant création, organisation, fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et à l'inspection générale de la police, l'on s'active pour déterminer l'effectif réel des éléments de la PNC sur l'ensemble du territoire national. Sur instruction du chef de l'État, le commissaire divisionnaire Raous Chaloué a entamé une série de consultations avec des partenaires techniques et financiers en vue de l'aboutissement heureux de cette opération. Crispin Chibinkoufoua. Sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'inspection générale de la police va bientôt lancer l'opération de contrôle des effectifs de la police nationale congolaise dans l'objectif d'avoir une base de données fiable pour une bonne gestion du personnel de la police. Pour y parvenir, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a entamé une série de consultations avec ses partenaires techniques et financiers qui appuient la réforme de la police. Ce mercredi 14 juillet 2021, le commissaire divisionnaire Raous Chaloué s'est entretenu avec le général Moudi Berete, commandant police MONUSCO, pour la mise en œuvre de cette opération. Très disposé à accompagner l'inspection générale de la police pour la réussite de ces processus, le général Moudi Berete a rassuré que la MONUSCO ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition de l'IGPNC toute la logistique nécessaire pouvant lui permettre d'accomplir cette mission. D'ores et déjà, une commission bipartite, police MONUSCO, l'IG, police congolaise, est mise en place pour préparer un plan de travail déterminant toutes les étapes importantes de cette opération qui va être présentée la semaine prochaine. Notons que le contrôle des effectifs de la police fait partie des prérogatives de l'IGPNC. L'inspecteur général des FARDC a débuté le contrôle d'utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées. Le général d'armée Amissi Koumba veut partir des organes centraux de Kinshasa avant de poursuivre dans les deux provinces en état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri. Se basant sur la promotion de l'état de droit prôné par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, le service d'administration et de contrôle de l'armée congolaise veut établir la traçabilité de l'utilisation des fonds destinés à tous les secteurs et se rassurer qu'ils étaient perçus par les vrais destinataires. Et déchu, l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, est maintenant sous les viseurs de la justice après une plainte déposée par l'Assemblée provinciale. Selon Claude Bouka Lompulo, président de cet organe délibérant, l'ex-chef de l'exécutif provincial est accusé de détournement de fonds. L'ex-gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, est traduit en justice par l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est les présidents de cet organe délibérant, accompagnés des élus de la province, qui ont déposé la dite plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation. Je viens de déposer la mise en accusation qui a été votée au niveau de la plénière et déposer ça au parquet général pour que l'exercice de l'action publique soit en fonction, parce que nous venons tout à l'heure avec tous les collègues, étant le président de l'organe délibérant de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, déposer la mise en accusation de M. Bobo Boloko au niveau du parquet général. Il est reproché à Bobo Boloko d'avoir détourné des fonds publics, mais aussi la spoliation des immeubles de l'État durant son règne à la tête de la province, comme l'atteste ce document déposé hier mercredi sur la table du procureur général près la Cour de cassation. Et la mutuelle de santé Afia Kwawote
La mutuelle de santé Afia Kwawote a lancé ce jeudi à Kinshasa la campagne de prise en charge sanitaire gratuite des orphelins dans les provinces de Kinshasa et de Tanganyika, ayant assuré une couverture sanitaire de 805 enfants l'année dernière. La mutuelle se lance pour cet exercice 2021-2022 un nouveau défi de la prise en charge sanitaire de 2100 orphelins. Afin de mieux mesurer les performances accomplies au cours de l'exercice 2020-2021 sur la prise en charge gratuite des orphelins dans la province de Kinshasa avec l'enregistrement des 805 enfants, la mutuelle de santé Afia Kwawote se lance pour l'exercice 2021-2022 un nouveau défi de prise en charge de 2100 enfants dans les provinces de Kinshasa et de Tanganyika. Cette campagne d'enregistrement a été lancée officiellement ce jeudi à Kinshasa par la présidente du conseil d'administration de cette mutuelle. Nous vous remercions d'abord d'avoir répondu à l'appel à solidarité que nous avons lancé au mois de juin de l'année passée, qui a permis une couverture sanitaire pour 805 enfants orphelins vivant dans les 43 orphelinats répartis dans la ville de Kinshasa. Cette année, nous revenons avec un objectif un peu plus fort. Nous savons que vous avez été des centaines à pouvoir répondre à cet appel. Cette année, nous souhaitons que vous soyez des milliers à répondre à cet appel parce que nous devons atteindre 2100 enfants et ça ne va pas seulement couvrir Kinshasa, on va rajouter Kalemi. Et ensuite, on va voir les autres provinces, le Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Sud-Ubangi et pourquoi pas arriver un jour à couvrir tous les orphelins. J'invite donc à toute personne de bonne foi de venir contribuer pour les enfants à la hauteur de $35 par enfant. Le lancement de cette campagne a été précédé d'une réunion d'évaluation de 2 jours entre le comité de la mutuelle de santé et les responsables de différents orphelinats ayant bénéficié de la prise en charge sanitaire gratuite des Afia Kwawote au cours de l'exercice dernier. Et en Afrique du Sud, les émeutes débutées vendredi dernier ont déjà fait 72 morts et ont entraîné plus de 1200 arrestations. Le pays continue de s'embraser depuis l'incarcération de son ancien président Jacob Zuma et l'on redoute maintenant des pénuries de produits de première nécessité, de l'essence au 6e jour des violences. Les chefs religieux et traditionnels ont appelé au calme. 208 incidents, des pillages et actes de vandalisme ont été recensés depuis le mercredi par le gouvernement. Et justement, la RDC connaît bien les conséquences des pillages. Les tissus économiques en portent jusqu'à ce jour les stigmates. Quelle lecture faire de cette situation explosive sous le prisme des événements qui se sont déroulés au Congo? Ferdinand Cambéré est l'invité de ce journal pour en parler. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes acteur politique, secrétaire général adjoint du PPRD, permanent plutôt du PPRD. Vous avez eu le PPRD des relations privilégiées avec l'ANC. On ne va pas épiloguer longuement sur ça malheureusement. Et vous intervenez en tant qu'analyste, je l'espère. Alors ma première question, 79 ans, c'est l'âge de Jacob Zuma, arrêté depuis le 7 juillet pour outrage à la justice. Depuis, des émeutes ont éclaté dans le pays. Les médias internationaux en parlent. Quelle lecture doit-on faire? Est-ce qu'un ancien chef de l'État ne doit pas être jugé comme tout le monde? Bon, merci d'abord pour l'invitation. Ce qui se passe en Afrique du Sud, je suis sûr que, en tout cas pour nous les Africains, c'est un grand regret lorsqu'on voit quand même quelqu'un qui a occupé des fonctions prestigieuses comme la fonction du président de la République, chef de l'État, est traîné comme tout malfrat de la rue. Mais quand il détourne, il peut être considéré comme un malfrat aussi. Bon, c'est cela, parce qu'à suivre, on est en train de les juger des actes de sa gestion pendant qu'il était au pouvoir. Je ne connais pas exactement ce qui est prévu par les lois sud-africaines, mais vous voyez bien que dans notre pays, nous, on a essayé de verrouiller cela. Parce qu'il faut protéger la fonction du président de la République, mais ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des citoyens exceptionnels, oui, qui ne peuvent pas être jugés, mais c'est la fonction qu'on protège. Parce que, voyez-vous, par exemple, dans notre pays, si je fais plus ou moins une comparaison,
le président de la République est une institution et que donc, pour vraiment être accusé pendant qu'il est en fonction, le président de la République et le Premier ministre, les juges pénals, ce sera la Cour constitutionnelle. Mais pour que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, active les poursuites, il faut l'autorisation des 3/4 des membres du Congrès. Parce qu'on était étonné de ce qui est arrivé à Matata, qui est poursuivi comme un ancien Premier ministre. Je me demandais jusqu'où le procureur général allait continuer son chemin lorsque déjà, si on le poursuit parce qu'il était Premier ministre, alors à ce moment-là, il faut suivre la règle qui est dans la Constitution, ou même pour le poursuivre, il faut les 3/4 de membres du Congrès. Ce qui n'a pas été fait, c'est juste un bureau qui s'est réuni pour lever les immunités, c'était regrettable. Donc ce qui se passe en Afrique du Sud, et avec les conséquences que vous avez décrites tout à l'heure, nous on a vécu ça. En tout cas, en 90, nous étions ici pour la simple crise politique et économique, accompagnée de la crise économique en 90. On a vu comment les villes, Ferdinand non seulement Kambere, Kinshasa... Est-ce que vous voulez dire poursuivre un ancien chef de l'État, se précipiter à le poursuivre en justice peut provoquer de remous au sein de la population? Ça veut dire qu'il y a une façon de le faire. D'abord, il faut qu'on se rassure que ce ne soit pas un acharnement politique, que ce soit vraiment conformément à la procédure dans ces pays-là. Mais l'arrestation n'est pas une fin en soi pour obtenir une réparation judiciaire. Ce n'est pas simplement en arrêtant les gens qu'on obtient la réparation par la voie de la justice. Pas nécessairement. Il y en a d'autres qui sont condamnés à des peines avec sursis, peut-être à la restitution de ce qui a été pris. Donc personne ne peut être épargné de la justice. Mais c'est la façon de le faire qui parfois amène les gens, comme nous le voyons en Afrique du Sud, à des tollés généralisés, à une sorte de révolte, parce que des tueries qui s'en suivent. Et même si on continue à arrêter 1700, est-ce que maintenant là, on est satisfait des résultats qu'on attendait de l'arrestation de Zuma? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et avec tout ce qu'on vient de connaître comme conséquence sur le plan économique, sur le plan social, je ne pense pas. Même sur le plan politique. Parce que voyez-vous, quand même, l'Afrique du Sud, vous avez bien dit que notre parti, le PPRD, a toujours été un partenaire privilégié de l'ANC, des ZANU-PF, de Chama Pinduzi au Tanzanie, parce que nous aspirons à ces grands partis politiques pour le preuve dans la consolidation de la démocratie dans les pays. Une dernière question, brièvement. Est-ce que le PPRD a une position par rapport à cette affaire au niveau de l'Afrique du Sud jusqu'à ce jour? C'est de tout faire pour arrêter cela. Vous savez qu'après l'Eva Perestroïka, le Mali était parmi les premiers pays qui ont expérimenté la démocratie, où il y a eu plus ou moins une ou deux alternances. Et après, c'était des coups d'État militaires. Donc, il y a eu régression au Mali qui n'était pas attendue. Donc, des moments comme ça sont toujours des moments où les chefs d'État africains, lorsqu'ils prennent le pouvoir après l'alternance, il faut toujours voir ce qu'il faut privilégier et ce qu'il ne faut pas privilégier. Dans notre pays, par exemple, pour ça, les gens oublient que, par exemple, la loi portant statut des anciens présidents de la République, c'était l'initiative de l'opposition qui disait qu'on ajoutait aux garanties à l'alternance pour qu'on n'instaure pas un régime de vengeance, un régime d'oppression, de chasse aux sorcières, juste après le départ de l'autre. Donc c'est un peu cela. Je pense qu'on a cette avancée, si le président actuel peut comprendre toute la philosophie qu'il y a pour qu'on mette toutes ces lois, et que nous pouvons, nous, aider le pouvoir judiciaire à être vraiment indépendant, comme le dit la Constitution, et que les juges soient le plus impartial. Ça veut dire lorsque vous êtes traduit en justice, vous êtes rassuré que vous serez devant un juge impartial, qui n'est pas tribaliste, qui n'est pas manipulé par les népotismes, clientélisme quelconque. Et à ce moment, personne n'aurait peur d'aller se justifier devant le juge. Merci Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci de cette analyse et de cet éclairage.
Merci aussi pour l'invitation. Merci. Et dans le monde, l'affluence vers les vaccins anti-Covid-19 continue de freiner les campagnes de vaccination contre d'autres maladies, notamment la rougeole et la polio, qui touchent particulièrement les enfants. L'Organisation des Nations Unies alerte sur le risque d'une catastrophe absolue en 2021. C'est une baisse assez forte dans la vaccination des enfants. Elle est de l'ordre de 83% à 86%. Elle touche particulièrement le vaccin DTP3, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la polio, pour ne citer que ces derniers pris comme référence par l'ONU qui a sonné l'alarme ce jeudi 15 juillet. Concrètement, c'est 23 millions d'enfants qui n'ont pas été au bout de 3 doses. C'est le plus grand nombre depuis 2009 et cela touche 3,7 millions d'enfants de plus qu'en 2019. Pour le département vaccination à l'OMS, c'est un retour de 10 ans en arrière. 2 raisons principales sont avancées par l'OMS. D'abord, la méfiance des familles qui évitent de se rendre dans des centres de santé de peur d'être contaminés par le Covid-19, mais aussi et surtout les pénuries des matières premières, toutes réquisitionnées pour la lutte contre le Covid-19. L'ONU souligne qu'il est important que la distribution des vaccins anti-Covid ne se fasse pas aux dépens des programmes de vaccination infantile. En Inde, le taux de couverture vaccinale est passé de 91% à 85%. En RDC, la vaccination contre la rougeole est à l'arrêt, tandis que la dernière épidémie avait fait dans notre pays 8000 morts, principalement des enfants, entre 2018 et 2020. L'ONU alerte sur un risque de catastrophe absolue en 2021. En sport, parlons football avec le premier tour des préliminaires des interclubs de la CAF qui débute déjà au mois de septembre et les 4 clubs congolais qui y participeront sont autorisés à jouer la compétition de la saison 2021-2022 moyennant une recommandation de la part de la commission de licence de la CAF. Entre-temps, la Confédération africaine de football a étendu la période d'enregistrement des joueurs dans le système CMS jusqu'au 15 août 2021. Christian Bokaya. Ces nouvelles exigences de la Confédération africaine de football pour la participation des équipes aux interclubs de la CAF ont fait l'objet d'un échange entre les délégués des équipes qui représentent la RDC en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération et les membres de la commission d'octroi des licences CAF en République démocratique du Congo. Pour Emmanuel Kandé, l'un des membres de cette commission, tout club qui joue les interclubs doit remplir en amont ces critères afin d'être éligible. Que 6 conditions majeures s'imposent, n'est-ce pas, à tous les clubs, notamment les niveaux des diplômes d'entraîneur. Tout club devra engager un entraîneur avec un diplôme. En ce qui concerne les stades doivent être homologués parce que chaque club doit renseigner dans quel stade il devra recevoir ses matchs. Nous connaissons la question épineuse des stades en RDC. Et les clubs nous ont communiqué, nous avons une séance de travail quant à ce. Il y a sur le plan des finances, les clubs engagés aux interclubs de la CAF ne doivent pas avoir des arriérés avec des anciens joueurs ou bien des entraîneurs ou des membres qui ont, n'est-ce pas, évolué au sein des clubs. Et finalement, justement, on a passé tout cela en revue, on a échangé. Les clubs congolais ont déposé leur dossier, le dossier a été examiné. Concernant toujours ces interclubs, la CAF a étendu la règle des 5 remplacements par match et par conséquent, chaque club sera autorisé à enregistrer 40 joueurs au lieu de 30 réglementaires. Et la Fédération d'athlétisme du Congo se prépare déjà pour les 9e Jeux de la francophonie. Depuis ce lundi, la FEARCO a initié un séminaire des officiels techniques nationaux afin de renforcer plutôt leur capacité théorique. Cette formation ira jusqu'à samedi du 7 juillet. Ce séminaire est de niveau 1 puisqu'il concerne l'athlétisme national, mais il est reconnu par le World Athletic. Cette formation permettra aux officiels d'athlétisme de pouvoir développer les compétences de base du jugement, mais aussi accroître leur niveau de compréhension afin d'officier au niveau local, national et exceptionnellement au niveau international. Alors, les participants de cette formation sont évalués dans 2 domaines principaux. Il y a la connaissance et la pratique. À l'ouverture de ces séminaires, le secrétaire général de la Fédération d'athlétisme du Congo a appelé les officiels techniques à être attentifs pour bien assimiler les notions
qui leur seront enseignés. Cette expérience-là d'officier les grandes compétitions, vous l'avez. Mais il faut le performer, il faut le développer, il faut l'accroître. Voilà les raisons du présent séminaire. Les 2 sessions se feront en nombre de 20 participants. Nous attendons les 5 autres qui viennent de chez les militaires. On nous a dit qu'ils sont en route. J'espère qu'ils seront là. Après Bukavu, Kinshasa est la 2e ville choisie pour ces séminaires. Visiblement, la Fédération d'athlétisme du Congo est déterminée à actualiser le niveau technique des officiels afin qu'ils soient à la hauteur lors de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa. Place au rappel des principaux titres à présent. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a mis fin mercredi à l'assignation à résidence surveillée du sénateur Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre est déchargé par la Cour dans le dossier zaïrianisation. Et les Oudjana, retirés de contrôle routier après être décriés par les usagers de la route en raison de leur agressivité. Les éléments de la police ont fait exacerber la tracasserie routière. Et le vaccin contre la Covid-19 a fait désoublier la ruée vers les nouveaux sérums, a diminué les vaccinations contre d'autres épidémies, notamment la rougeole et la polio qui touchent particulièrement les enfants. L'ONU alerte sur la résurgence de ces maladies. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.